Alors, bienvenue pour ce conseil municipal du 22 novembre 2021. Et je vais commencer par faire l'appel des présents. Donc, Vincent Goyer, présent. Catherine Stekelorum. Stéphane Marlot. Mario de Pézeril. Antoine Bruno. Christelle Paculic nous a laissé une procuration pour monsieur Jérôme Adam. Julien Détré, une procuration pour monsieur Thierry Basali. Mireille Goyer. Éric Vivin, une procuration pour Sophie Lambert. Marie-Paul de la Rovère. Evelyne Guillermet. Elle devrait arriver. Donc pour le moment, absente. Patrick Lambert. Jérôme Adam. Frédéric Sabatier. Éric Barra. Malika Vivin nous a laissé une procuration pour Patrick Lambert. Sandrine Nègre. Thierry Basali. Franck Sultan. Magali Barbeau nous a laissé une procuration pour Marie-Paul de la Rovère. Sophie Lambert. Cindy Gauvin nous a laissé une procuration pour Vincent Goyer. Lucas Gilly nous a laissé une procuration pour Mireille Goyer. Denis Barouero. Jean-Claude Mettel nous a laissé une procuration pour Béatrice Alifa. Claudine de Rivas. Roger Bernet. Béatrice Alifa. Bernadette Bonzon. Alors, nous allons désigner le secrétaire de séance, c'est Catherine Stekelorum. Il est désigné secrétaire de séance. À l'ordre du jour, avec d'abord les décisions du maire. Vous avez eu communication des décisions du maire. Avons-nous des questions, des remarques sur les décisions du maire? Madame Alifa, vous avez la parole. Oui, c'est bon. Donc moi je voulais coupler à la limite sur le principe la 108, la 113 et la 117, même la 120. En fait l'idée sur la 108 et la 113 du futur stade de rugby, même si là c'était pas une question de montant, par contre ça aurait peut-être mérité une délibération pour expliquer quel projet vous voulez faire. Donc l'idée c'était de connaître votre état d'esprit entre une décision et une délibération. Pourquoi vous la doublez d'une délibération et sur quels critères? Parce que là, je trouvais que sur ce conseil en particulier, il n'y avait pas de cohérence. Alors en fait, il y a tout à fait une cohérence, même si les montants ne suffisent pas à établir la cohérence. S'agissant de la 108 en particulier, à savoir la convention de financement des travaux du SMED, on a déjà eu une délibération au mois de septembre. En fait, on a là une décision complémentaire pour une mise en application de ce qui a été déjà discuté, oui, délibéré. Oui, quand même 66 000 euros, c'est pas rien, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas de cofinancement particulier par rapport à ce qui avait été annoncé. Donc on a eu simplement une mise en application de la délibération qui avait déjà donné lieu à débat. Et on a la possibilité, donc on l'avait fait comme ça. On a eu la volonté en début de mandat de... Vous m'entendez? Oui. N'hésitez pas à couper les micros quand vous ne vous en servez pas, sinon on risque d'avoir peut-être de la friture sur les lignes. Merci. Voilà, donc en tout cas, comme on avait déjà délibéré indépendamment du montant, on est passé par une décision. Par ailleurs, on a abaissé les seuils, c'est-à-dire qu'on a en conseil municipal beaucoup plus de sujets qui sont délibérés que nous n'en avions avant. Donc on a plutôt fait œuvre de transparence. Donc là, une fois encore, c'était pas une question de montant, c'était sur une question de principe. Et finalement, sur les autres délibérations, puisque vous interpellez sur les montants par rapport à celle-là, je pense qu'il n'y a pas de justification. Ah si, c'était sur le marché de maîtrise d'œuvre du rugby. Voilà, la 120 sur la maîtrise d'œuvre et la 117 pour le coup. La 117 sur le colis, je ne voyais pas l'intérêt de le passer dans une délibération. Oui. Ça, c'est une mesure salutaire, il n'y a aucun souci sur ça. Par contre, la 120, elle méritait, donc c'est les décalages. Vous en passez une, pas l'autre, alors que, il me semble que sur le projet du stade, ça aurait été intéressant de nous faire une présentation. Voilà, on peut tout à fait en faire une présentation, c'est-à-dire les décisions sont soumises à discussion dans le cadre de ce début de conseil municipal, donc on peut tout à fait effectivement prendre des précisions. Là, en l'occurrence, on a eu, forcément compte tenu
du sujet, on souhaite passer par une maîtrise d'œuvre de manière à nous accompagner sur ce projet qui reste technique. Et c'est un sujet qu'on avait déjà pu discuter dans le cadre notamment du vote du troisième volet du CDDA en début de mandat. Et donc là, maintenant que le projet commence à s'approcher, on demande à une maîtrise d'œuvre de nous accompagner une fois encore sur la mise en œuvre de ce qui avait été voté. Donc, quel détail, quel sujet auriez-vous souhaité, par exemple, détailler sur ce... Ben justement, une décision, en général, elle n'est pas discutée, elle est validée, etc. Oui. Et c'est plutôt en délibération qu'on peut parler du projet. Vous auriez pu présenter un plan ou n'importe quoi, ou en tout cas le cahier des charges que vous avez présenté. Mais du coup, je trouve qu'il y a le problème, c'est l'écart. C'est-à-dire que la 120 aurait mérité une délibération, la 117, c'était pas forcément. Enfin, c'est la cohérence qui me pose problème. Pas sur le fait que vous justifiez que vous ayez une maîtrise d'œuvre, ça c'est pas le fond. Après, on a vérifié auprès de la trésorerie la régularité du fait de passer par des décisions ou des délibérations. Donc là, on est relativement transparent sur la légalité, en tout cas de l'acte. Il n'y a pas de problème sur la légalité. Et après, une fois encore, sur l'opportunité, rien n'empêche de discuter comme on le fait en ce moment. Ok. Voilà. Sur la 116. Sur la 116. Oui. Sur la 116. Oui. Bon, nous apprenons que la Maison du patrimoine est mise en partie à disposition de l'association GEM. Pas d'objection à ce sujet, sauf qu'il y avait dans cette maison, si mes souvenirs sont exacts, encore des éléments installés, dont j'aimerais savoir ce qu'ils sont devenus. Alors, ce bâtiment municipal est un bâtiment qui était effectivement sous-utilisé durant des années. Donc, nous avons souhaité pouvoir le remettre à disposition d'un certain nombre d'associations, puisque il y avait des besoins, notamment dans l'attente de la livraison de la maison de la jeunesse, hein, même si l'association GEM a vocation à rester dans cet espace. Et les éléments qui étaient disposés à cet étage-là ont été simplement montés à l'étage supérieur. Voilà. Donc, ils ont été évidemment préservés dans leur présentation, simplement ils sont à l'étage supérieur. Et juste pour compléter sur ce sujet, il y avait quand même un sujet d'accessibilité et de conformité. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été résolues à ce sujet-là ou pas? Parce que c'était quand même le problème pour des associations qui allaient plus régulièrement que quelqu'un qui venait en visite de manière épisodique. Tout à fait, c'est-à-dire que là, on a des associations qui utilisent ces salles en l'occurrence la salle, les salles du bas, pour des réunions internes et non pas pour accueillir du public outre mesure. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un bâtiment qui est pas facile d'utilisation, qui est contraint à ce niveau-là, mais on ne renonce pas pour autant à en faire une utilisation. Il y a deux possibilités, hein. Soit on vend le bâtiment, soit on le garde en trouvant une utilisation adaptée. Donc là, on va progressivement réorganiser, réaménager cet espace de manière effectivement à pouvoir conserver une dimension patrimoniale, hein, notamment avec l'association Histoire et Patrimoine, et puis pouvoir utiliser aussi les espaces du bas. À titre anecdotique, les salles du bas ont servi de coulisses cet été pour le spectacle Saint-Mittre en rire, et ça nous donne des idées pour les programmes de festivités à venir. Juste un mot. Ce que j'aurais peut-être apprécié, c'est qu'au moment du déménagement, une information me soit faite dans la mesure où j'avais été le principal acteur des installations. J'aurais apprécié comme marque de politesse à mon égard. Merci. Alors, nous n'avons pas d'autres remarques. Nous allons pouvoir passer à la suite de l'ordre du jour, avec notamment l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 30 septembre 2021. Avons-nous des remarques sur ce procès-verbal? Pas de remarques, il est mis au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour à l'unanimité? Merci. Alors, nous passons désormais à la décision... au projet numéro 1, avec un point finance et une décision modificative numéro 2. La parole est à l'adjointe aux finances, Madame Pézeril. Bonsoir à tous. Donc, nous devons procéder à des virements de crédit, donc à certains chapitres. Nous avons en compte, je ne vais pas vous énumérer tous les comptes, ça va être un peu trop long, mais pour les achats de prestations de services, donc nous diminuons les dépenses de 40 000 €. Il s'agissait des colonies de vacances que nous avions budgétées.
Ces colonies de vacances, nous n'achetons plus les séjours, comme nous avions une délibération précédente, où nous remboursons les familles. Donc, pour l'année 2021, ces colonies nous ont coûté 7 922 €. Donc, nous dotons la ligne secours et dot de 7 000 €, puisque nous avions déjà 1 000 € de budget. Sur la ligne études et recherches, cette ligne doit être à 0 en fin d'année, donc nous la diminuons de 3 078 € qui est son solde à aujourd'hui. Concernant toutes les lignes du chapitre 12, donc ce sont des lignes, donc nous augmentons au total de 37 825 € suite à la hausse du SMIC. Donc nous avions une première hausse au mois d'avril et une seconde au mois d'octobre. Nous augmentons également la ligne sur les droits d'utilisation et les hébergements. Ça concerne de 5 000 €, pardon. Ça concerne le nombre de logiciels qui augmente, donc forcément les droits d'hébergement et d'utilisation augmentent avec. Donc la ligne secours et dot, donc les 7 000 €, je viens d'en parler, sont pour les colonies de vacances de l'année 2021. Les autres subventions exceptionnelles, nous avions provisionné, nous avions un budget donc de 15 000 € au budget. Cela concernait l'aide pour Wings of the Ocean, donc qui s'est élevé à 7 000 €, donc il restait 8 000 €, donc nous diminuons cette ligne. Nous avions des impôts directs locaux, donc là c'est une anomalie informatique de l'État, nous diminuons le poste recette donc de 36 €. Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales, donc il s'agit du montant qui nous a été notifié. Donc le montant baisse de 628 €. Et le fonds de péréquation donc, communal également, donc les dépenses qui augmentent de 589 €. Ça, c'était pour le fonctionnement. Concernant les investissements, donc nous diminuons la subvention qui était versée pour l'embellissement des façades par rapport aux dossiers qui ont été actés cette année, donc une baisse de 270 000 €. Ces 270 000 € donc, sont transférés dans le compte immobilisation en cours. Et afin de demander la subvention dans le cadre du CDDA pour la Maison de la Jeunesse, donc nous inscrivons 884 944 € dans les recettes, donc pour la demande de subvention, et donc dans les dépenses pour la Maison de la Jeunesse. Et nous avons des opérations sous mandat. Là, il s'agit d'opérations qui étaient prévues, mais qui étaient dans un seul budget. Et là, nous avons des conventions qui vont être effectuées, donc nous devons les identifier clairement sur une seule ligne. Merci Marie-Aude. Avons-nous des questions sur cette délibération? Madame Alifa, vous avez la parole. Oui, en fait, nous, ce qui nous gêne, toujours pareil, c'est une problématique de forme. Sur les décisions modificatives, on apprécierait d'avoir justement les éléments que vous venez de donner à l'oral, qui sont précis et on comprend les transferts. Et on peut en apprécier, en tout cas, un jugement en préparant le conseil. Donc, le problème, c'est que là, on se retrouve à écouter ce que vous dites, mais on n'a pas de note explicative, chose que nous faisions habituellement. Et il n'y en avait pas en annexe. Alors, est-ce qu'il y avait un annexe? Parce qu'habituellement, il y a toujours un annexe, donc il n'y en avait pas. Et du coup, c'est un peu gênant, parce que on peut pas... Normalement, elle aurait dû y être, parce qu'il y en avait une de note de synthèse. Il n'y a pas de note de synthèse. Donc, pour cette raison, nous voterons contre, parce qu'on ne peut pas prendre d'éléments... on les découvre maintenant, même si vos explications sont rationnelles. Le problème, c'est que sans éléments, nous, sur des grandes masses... justement, on s'est posé la question pour les moins 40 000 sur l'achat de prestations, sur les transferts sur le personnel. Il y a vraiment des choses qu'on ne comprenait pas. Et voilà. Non, mais je comprends tout à fait. Voilà, donc normalement, il aurait dû y avoir une note de synthèse. Donc c'est ce qui nous gêne, puisque vous êtes engagé à nous donner les éléments habituellement. Et là, voilà. Donc, c'est pour cette raison que nous voterons contre. Bon, on veillera à ce que la note de synthèse sur ces éléments financiers en particulier soit jointe sur de prochains conseils municipaux. Mais est-ce que les autres personnes du conseil l'ont eu ou pas? Ou elle n'y était pas du tout? Parce qu'on pensait que c'était un annexe. Non, mais sincèrement, on vérifiera, mais si ça vous a pas été transmis, ça a dû être transmis à personne. D'accord. Voilà. Bon. Voilà. Bon, donc
Cette délibération est soumise au vote. Y a-t-il des votes contre? Donc, 6 votes contre, des abstentions, des votes pour. Et merci à vous. Projet numéro avec une délibération finance, mais dédiée à une demande de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Donc la parole est à Monsieur Stéphane Marlot, adjoint à la sécurité. Bien, bonsoir à tous. Il s'agissait de renouveler les gilets pare-balles de nos policiers municipaux qui arrivaient à échéance parce que, pour information, ils ont une date de péremption. Donc il a été procédé à leur renouvellement. Et ensuite, nous sommes allés chercher une subvention auprès du FIPDR, donc c'est le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Subvention qui a été accordée et donc en fait cette délibération est une régularisation pour nous permettre d'encaisser cette subvention. Voilà, donc on demande au conseil municipal d'autoriser à solliciter cette subvention. Merci. Ça fait partie effectivement des demandes de subvention qui peuvent être sollicitées a posteriori. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Pas de questions. Je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour à l'unanimité? Merci à vous. Projet numéro 3, avec cette fois-ci un projet dédié à la participation et l'engagement dans le cadre du programme Acte 2, Mérisier. La parole est à Patrick Lambert. Bonsoir. Donc, ce projet ainsi que le suivant, projet numéro 3 et projet numéro 4, s'inscrivent tous les deux dans la continuité de l'adhésion de la commune au programme Acté. Alors, donc, le programme Acté, pour rappel, c'était un programme qui était porté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, et qui est piloté donc par la métropole, qui a le but pour assister les communes dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments publics. Le projet que nous avions voté en septembre dernier concernait les bâtiments publics. Et ce projet-là, donc le numéro 3, concerne donc ce coup-ci les bâtiments scolaires, donc les 6. Donc écoles et crèches. Donc il s'agit des études énergétiques qui comportent 2 volets, l'étude thermique et l'étude de faisabilité. Donc le montant du projet pour les 6 écoles, crèches confondues, donc restaurant Sophie scolaire Jean Rostand, école maternelle, école élémentaire, restaurant scolaire d'Orvaillan, école maternelle d'Orvaillan, école élémentaire et d'Orvaillan, donc qui ont été identifiés. Donc le montant du projet s'élève à 36 000 € pour ces études-là, et nous avons une aide maximale demandée de 18 000 €. Voilà, donc je vous demande donc d'approuver cette convention. Merci pour cette présentation. Donc effectivement, c'est un complément, c'est l'autre volet par rapport à ce qui a été voté en septembre dernier. Et comme l'a expliqué Patrick, il a été dédié aux bâtiments municipaux, hors bâtiments scolaires et crèches, et celui-ci est la partie dédiée aux bâtiments scolaires et aux crèches. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce point, sur cette délibération? Non, pas de question mais par contre une remarque de fond. Je suis toujours très surprise par les montants absolument forfaitaires pour des bâtiments qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'on peut mettre 6 000 € sur la Manare comme sur le local CCFF et on sait très bien qu'une étude sur ces montants-là. Donc après, je sais que c'est des montants globaux, mais je trouve de la part de la FNCCR que c'est un peu dommage de ne pas avoir quand même caractérisé avec un minimum de volume ou de surface. Parce que voilà, bon, après... je connaissais ce sujet et j'avais pu m'entretenir à l'époque avec les personnes qui s'occupent notamment du plan climat territorial de la métropole. Bon, ça avait été voté comme ça. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais bon, l'essentiel c'est que les études soient faites. Oui, effectivement, ils ont fait des montants forfaitaires. Donc après, je pense que ça sera ventilé. Par contre, vous avez récupéré quand même les études qu'on avait fait, parce qu'il y avait des bilans quand même assez positifs sur ces sujets-là. J'imagine que vous les transmettrez au
Tout à fait. prestataire. Voilà. Tout à fait. Je crois qu'il y avait des bilans énergétiques qui avaient été faits sur la mairie, entre autres. Alors, oui, Monsieur Barbaro. Oui, Monsieur Lambert, vous aviez expliqué l'autre fois déjà qu'il y aurait cette deuxième tranche sur les bâtiments scolaires et sur les crèches. Si je comprends bien, là, nous en avons terminé. Donc, est-ce qu'il y a une troisième tranche prévue ou est-ce qu'on a fait le tour de la question? À ma connaissance, non. Merci. Monsieur Barbaro, puisque la dernière délibération concernait les bâtiments publics hors bâtiments scolaires et crèches, et que cette délibération concerne les bâtiments scolaires et crèches, a priori, on a vu tous les bâtiments municipaux. La délibération est soumise à l'Assemblée. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité, merci à vous. Alors, projet numéro 4, avec cette fois-ci une convention concernant l'économe de flux, qui concerne justement le programme SECO. La parole est à nous. Lambert. Donc, dans la continuité des programmes actés, c'est quoi Rusier. Donc, nous mettons, la métropole va mettre à la disposition donc des économes de flux, donc qui est un poste des spécialistes, des personnes spécialisées dans les calculs des énergies, donc qui va nous permettre donc d'aller sur ce projet. Donc voilà. Donc l'ALEC, qui va être donc qui a été mandatée par la métropole, l'agence locale de l'énergie et du climat, donc va définir ses modalités techniques et financières concernant l'accompagnement qui nous sera proposé. Alors, ça a été fixé, la métropole a fixé donc un montant qui est calculé sur un coût annuel de 1 euro par habitant. La commune de Saint-Mitre-les-Remparts ayant 5 947 habitants, donc sur 12 mois glissants, nous obtenons la somme de 5 947 euros. Voilà, donc. Merci pour cette présentation. Oui, nous on avait juste une petite question. Là, on sait que c'est calculé au nombre d'habitants. Par contre, est-ce que vous connaissez la participation de cet économe de flux? Je ne sais pas, en termes de jours, en termes de comment ça va se passer la répartition? Est-ce qu'il est dédié est-ce qu'il a des obligations de résultats, des obligations de moyens? Est-ce que ça a été défini ou on ne sait pas du tout? Alors, tous les rôles définis par l'économe de flux ainsi que la mairie donc, sont contenus dans la convention, hein, donc dans l'annexe. Donc, effectivement, il y aura des objectifs de la part de l'économe de flux. Donc, il devra se mettre à notre disposition et nous devrons aussi se mettre à sa disposition pour une durée de... Alors, c'est normalement, on peut aller jusqu'à la fin, donc 2023. Pendant donc 12 mois glissants, voilà, comme ça. Non, c'est par rapport à la répartition du temps, quoi, combien Voilà. ça représentait, Donc, puisque là, ça fait 5 000 euros, donc, ouais, donc ça sera combien de jours il va venir, ou je ne sais pas, combien, vous ne savez pas du tout pour ça. l'instant, on n'en est pas encore là, donc là, on est sur la convention avec l'ALEC. D'accord. Et ensuite, il se mettra bien sûr, nos services techniques se mettront à sa disposition pour l'accompagner dans toutes ses études. Merci. Alors, y a-t-il des votes contre ce point? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité, merci à vous pour cette délibération. Alors, en matière désormais projet numéro 5, urbanisme, avec une cession de parcelles cadastrées. En l'occurrence, un administré a émis le souhait d'acquérir une partie d'une parcelle communale limitrophe à la. Et donc, cette délibération vous propose simplement de lui céder cette parcelle qui n'avait pas vocation à être un projet public, et donc une parcelle d'une superficie de 205 mètres carrés. Une estimation des domaines a permis d'établir une valeur vénale de 55 €. Allez, on va espérer que ça passe mieux comme ça. Et donc, on enlève ce micro de la circulation. Catherine, merci. Et donc, il est soumis, cette délibération, pour vendre cette parcelle municipale pour un montant de 55 100 €. Avons-nous des questions sur cette délibération? Pas de remarques. Madame Alifa, si. Bien évidemment, on a une remarque sur ce projet. Donc, par rapport à une bande en fait qui va joindre toutes les parcelles, on avait la 414, 415, 416 et 419. Qu'est-ce que vous comptez faire de ces parcelles-là? Est-ce que de la même façon vous comptez les diviser pour pouvoir donner chacune part? Parce que bon, il y avait quand même une appropriation des
des propriétaires de ces bouts de parcelles. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, bon, on comprend bien sûr que c'est l'abandon total de notre projet d'espace environnemental de loisirs, mais c'est votre choix et ça, on ne le conteste pas. En revanche, à l'époque, on avait quand même un souci de sécurisation incendie et d'accès, notamment pour pouvoir stocker des véhicules en cas de début de feu, c'est-à-dire qu'il y avait une discussion qui avait été engagée en disant que c'était un endroit relativement stratégique où il pouvait y avoir une espèce de base vie pompier en amont des feux, puisque le vent dominant vient du nord. Donc on trouve dommage parce qu'il y avait un côté sécurisant pour accéder derrière, et notamment aussi pour l'ex-maison de Monsieur Lyotard à côté, où ça permettait éventuellement, dans le cadre d'un aménagement peut-être même léger de cette parcelle-là, de pouvoir garer des voitures. Et dernier point, éventuellement de faire une boucle pour éviter une circulation dans les deux sens, faire une boucle derrière pour pouvoir rejoindre vers Patorgue et avoir un sens de circulation unique qui facilitait le passage dans ce coin-là. Donc voilà, est-ce que ce qu'on n'arrive pas à voir sur les plans, c'est est-ce que ça suffira à faire ce passage-là, ou est-ce que vous avez pris l'ensemble de la parcelle, puisque c'est la première en sortant, donc dans le virage d'ailleurs, elle est un peu complexe, et donc oui des autres. Alors, sur les 3 points, premier point, effectivement, on a 4 propriétaires qui sont concernés par cette bande. Là, on a le premier qui avait une urgence par rapport à un projet qu'il conduit sur sa parcelle, un projet d'activité professionnelle et pour lequel il y avait besoin d'un parking. Donc, c'est lui qui était le plus demandeur d'une mise en œuvre rapide de cette vente. Les 3 autres nous ont indiqué effectivement être intéressés et donc les ventes auront lieu dès qu'ils auront les possibilités de le faire. Mais effectivement, c'est prévu, on leur donne un petit peu de temps, il y a moins d'urgence. Et c'est vrai que dans la mesure où il s'agit de parcelles qui sont situées en zone urbaine, constructible, eh bien, il y a une valeur qui est plus importante que si elles étaient restées en zone non urbaine. S'agissant maintenant des 2 points suivants, il y a effectivement un enjeu important en termes d'accès et sécurité. Et si le projet tel qu'il avait été pensé, le projet que vous aviez petit à petit dévoilé sous le mandat précédent, le fameux espace Cousteau, a effectivement été totalement abandonné, au moins dans son dessin. En fait, la révision du PLU que nous avons engagée va nous permettre de poser sur la table un projet beaucoup plus ambitieux sur l'ensemble du quartier, avec un désenclavement réel et un accès pompier qui ne se limite pas à une aire de stationnement pour les pompiers, mais à une vraie voie de circulation qui va désenclaver le quartier par l'arrière et avec un accès direct au massif, puisque la route que nous envisageons se terminera par un chemin d'AFCI. Donc ça, c'est des sujets qu'on creusera évidemment dans le cadre de la révision du PLU, telle qu'elle va s'engager, puisque c'est un projet, le PLUI, de longue haleine, et sur lequel, je pense, on aura d'abord l'occasion d'en discuter ici en conseil municipal, mais surtout beaucoup en réunion publique, et pour toutes les réunions préparatoires à ce fameux document structurant pour la commune. Donc voilà, l'enjeu sécurité est effectivement important, et il ira bien au-delà d'une simple aire de stationnement pour les véhicules pompiers. Et par ailleurs, vous doutez que l'aménagement à venir de la parcelle ex-Lyotard trouvera une cohérence avec l'aménagement littoral global que nous portons et que nous avons commencé à mettre en œuvre dès l'été dernier avec la plage de Massane, en début d'année à venir avec le cheminement littoral, qui est un projet porté notamment par le Conseil de territoire, donc sur une dimension intercommunale, et pour lequel on a une cohérence qui va se trouver sur l'ensemble de notre littoral, pas seulement Saint-Mitréen, mais bien au-delà, et peut-être même sur l'ensemble du pourtour de l'étang de Berre de façon souhaitable. Donc un sujet important et qui sera longuement abordé et débattu dans le cadre de la révision du PLU, parce qu'effectivement l'enjeu de sécurité pour le massif du Quai des Raoult est indéniable. Je vous laisse réagir, Madame Alifa. Oui, juste une petite réaction, c'est-à-dire, bon, j'entends que vous ayez un projet et ça, c'est votre choix. La seule chose, c'est que pour avoir un projet communal, il faut que le foncier appartienne à la commune, c'est quand même plus facile. Et je trouve dommage, au moment où vous allez envisager quelque chose de plus structurant, de vous délester de parcelles qui, à notre sens, sont vraiment stratégiques dans cet endroit-là. Voilà, c'est pour ça qu'on trouve que c'est pas cohérent. Merci. D'accord. Alors, ce qui tombe bien, c'est que en prenant place dans mon siège de maire il y a 15 mois, 16 mois maintenant, il y avait une division qui avait été préparée par les mêmes services municipaux qui travaillaient pour vous à l'époque. Et donc, cette division, elle ne sort pas du chapeau. Il y a une cohérence. Donc, les quelques mètres que nous cédons pour régulariser, effectivement. Ah, bah, on se limite.
On se limite strictement, en l'occurrence, à la bande qui était en continuité et qui nous sert à régulariser. Donc on garde absolument l'espace nécessaire à l'aménagement que je viens de vous décrire, à savoir une vraie accès en direct pour les pompiers, pour désenclaver le quartier et accéder au massif en sécurité. Donc il y a une grande cohérence entre le projet qu'on prépare patiemment, effectivement, avec une maîtrise foncière qui doit être globale sur l'ensemble de cet arrière-quartier et sur laquelle on travaille depuis longtemps, depuis même avant ce mandat, avec l'ensemble des propriétaires concernés. S'il n'y a plus d'autres questions, je soumets au vote cette délibération. Y a-t-il des votes contre? 6 votes contre, des abstentions, des votes pour. C'est adopté à la majorité. Merci à vous. Projet numéro 6, maintenant, avec l'approbation de la convention TTMO entre la commune et le conseil de territoire pour la compétence pluviale et la compétence défense extérieure contre l'incendie. Alors, de manière au-delà des spécialistes ou des élus expérimentés que vous êtes, on va quand même expliquer pour le public. Donc la métropole Aix-Marseille exerce en lieu et place des communes membres les compétences qui viennent d'être citées et en application d'un article du même code des collectivités territoriales, il est possible pour les communes, dans le cadre de conventions de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, de réaliser les travaux qui devraient être réalisés par la métropole et ensuite évidemment nous nous faisons rembourser de ces mêmes travaux. Donc il s'agit pour la commune d'être à la manœuvre sur ces travaux qui pour aller à l'essentiel, seront donc constitués de la création d'un réseau pluvial du côté de l'allée de la plage d'Arthur et du quartier de Massane, qui concerne également l'aménagement du parking du Don du Sang, la création d'un réseau pluvial allée Léonard de Vinci, la création d'un réseau pluvial allée des Frères Lumière et allée Thomas Edison, et ainsi que l'aménagement de l'impasse Sainte-Victoire avec une borne incendie. Voilà pour l'essentiel. Il est donc proposé à cette Assemblée d'approuver la conclusion d'une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, dite TTMO, avec le Conseil de territoire du Pays de Martigues. Avons-nous des questions sur cette délibération technique? Pas de questions. Très bien. La délibération est soumise au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité. Merci à vous. Projet numéro 7 avec la mutualisation d'outils numériques avec la métropole dans le cadre de la dématérialisation des déclarations d'intention d'aliéner. Alors, à partir du 1er janvier 2022, les communes ont une obligation réglementaire à dématérialiser les demandes d'autorisation d'urbanisme. Et évidemment, nous travaillons conjointement avec la métropole pour une mutualisation de ces outils. C'est l'objet de cette délibération. Voilà. Y a-t-il des questions ou des demandes de précision sur cette délibération? Pas de questions. Donc je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité. Merci à vous. Projet numéro 8 avec l'autorisation d'ouverture dominicale pour 2022. Donc il y a un certain nombre de dimanches pour lesquels on a une demande d'autorisation dominicale à formuler formellement dans le cadre de ce conseil municipal. Donc ça concerne les commerces hors secteur automobile et les commerces du secteur automobile avec des dates différentes. Donc nous avons recueilli les avis, le maximum d'avis sur le sujet, d'abord du secteur automobile qui nous a sollicité pour le 16 janvier, 13 mars, 12 juin, 18 septembre, 16 octobre, ainsi que les commerces hors secteur automobile pour les 16 et 23 janvier, 13 février, 17 avril, 26 juin, 3 juillet, 4 septembre, 20 et 27 novembre, et enfin 4, 11 et 18 décembre. Voilà pour cette délibération. Y a-t-il des questions sur cette délibération d'ouverture dominicale? Pas de questions. Je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité. Merci à vous. Projet numéro 9 avec l'organisation d'un concours des plus belles illuminations de Noël et d'un concours la plus belle crèche provençale et l'approbation de leur règlement intérieur. Donc il est proposé à nouveau cette année, comme l'an dernier, la mise en place de ces concours. L'an dernier, nous avions une délibération qui concernait de façon spécifique l'opération de l'année 2020 et il est proposé cette année une délibération
finalement qui ne précise plus la date, mais qui permet d'instaurer cette manifestation de manière à ce que nous n'ayons pas besoin de la repasser tous les ans. Voilà. Donc nous avons une délibération qui est quasi identique à la délibération de l'année dernière, avec quelques ajustements mineurs. Donc les catégories concernant le concours des illuminations de Noël concernent, là je parle à notre public qui nous regarde notamment à travers les réseaux sociaux. Nous allons donc récompenser la catégorie maison et jardin, la catégorie fenêtres et balcons, ainsi que pour les commerces, la catégorie vitrine. Et par ailleurs, concernant les crèches provençales, il s'agit là encore de favoriser, d'encourager les crèches et cette dimension culturelle à laquelle nous sommes attachés. Voilà pour ces délibérations. Les gagnants de ces concours seront récompensés en bons d'achat dont les montants sont précisés dans les règlements. Et de mémoire, on devait être à des montants relativement symboliques, puisque le total devait être de l'ordre de 180 € par concours. Voilà, donc pour les prix, les 3 crèches provençales, premier prix, un bon d'achat d'une valeur de 100 €, deuxième prix, un bon d'achat d'une valeur de 50 €, troisième prix, un bon d'achat d'une valeur de 30 €. Et pour les trois lauréats du concours des illuminations, ce sera 60 € par personne. Donc, même montant pour ces 2 concours. Voilà. Pour les concours, y a-t-il des questions, des remarques sur ces sujets? Monsieur Baruero, vous avez la parole. Oui. Dans ce projet de délibération, je considère qu'on traite 2 questions qui sont, à mon sens, radicalement opposées. La première question concerne les illuminations des bâtiments, qui sont des bâtiments privés en général, voire il peut y avoir des bâtiments publics, sur lesquels je n'ai pas de remarques particulières à formuler, sinon que je me félicite de cette organisation. En revanche, sur le deuxième concours, celui qui concerne les crèches, je considère que là, il y a atteinte à 2 principes fondamentaux qui fondent notre République. Le premier principe fondamental est celui qui est rappelé dans le préambule de la Constitution française de 1958 et qui rappelle que les détenteurs de l'autorité publique doivent se tenir à l'écart de toute manifestation qui pourrait avoir une connotation religieuse. Je dis bien qui pourrait avoir. Or, il me semble que dans ce concours de crèche, effectivement, il peut y avoir connotation religieuse dans la mesure où personne n'est capable de contrôler quelles seront les crèches qui seront visitées. Le deuxième principe auquel on porte atteinte, c'est le principe de laïcité, qui est rappelé dans la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Et donc, dans le même contexte, je dirais que visiter des crèches où peuvent se trouver des symboles religieux me semble avec ce principe-là. Naturellement, j'ai regardé de près tout ce qui concerne les décisions de la Cour de cassation de 2016, qui ne porte, lui, que sur les bâtiments publics. Donc, il n'y a pas, à ma connaissance, de jurisprudence concernant la visite ou le concours de crèche en maison et en immeuble privé. Donc, il me semble qu'il serait prudent de renoncer à ce concours de crèche qui peut susciter un certain nombre d'oppositions. Voilà. Alors, je rappelle que dans la séparation exigée entre les détenteurs de l'autorité publique et tout ce qui peut avoir connotation religieuse est un principe fondamental de la République laïque française. Donc, il me semble que, à l'image de ce qu'ont fait un certain nombre de communes qui ont renoncé à ces concours de crèche, il me semble qu'il aurait été opportun de confier ceci à une association privée. Je remarque d'ailleurs que dans le règlement du concours, il est prévu qu'un membre de la majorité municipale soit membre du jury. Donc, il y a bien risque ici de participer à une action à connotation religieuse. Donc, c'est pour ça que j'estime qu'il faut y renoncer. Et personnellement, si cette délibération est maintenue, vous comprendrez que je voterai contre.
Alors, très sobrement, Monsieur Barbero, vous faites la confusion, qui est pourtant évidente, entre ce qui relève du culturel et ce qui relève du cultuel. Et la jurisprudence est constante sur cette distinction. Et voilà, les crèches ont une dimension culturelle réelle, et on n'a pas besoin d'aller chercher un aspect cultuel qui ne nous intéresse pas. Monsieur Goyer, il y a longtemps qu'on m'a pas fait la leçon comme ça. Par ma profession, je sais très bien la différence qui existe entre les deux mots. Vous faites semblant de ne pas comprendre la question que je soulève, je le regrette. Et ce n'est pas parce que vous essayez à tout moment de retomber sur vos pattes que vous allez beaucoup m'impressionner. Donc, Monsieur Barbero, on va être plus précis. Il y a de nombreuses associations culturelles qui sont subventionnées dans ce pays. Et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à attaquer cette délibération au tribunal administratif, et ça nous fera très plaisir de constater que vous serez débouté. Voilà. S'il n'y a plus de questions, si, voilà. Si, je vous laisse. Non, par contre, on vous avait demandé il y a un an de séparer les deux sujets. Parce que du coup, c'est pas du tout la même chose. On aurait pu voter sur la première partie et pas sur la deuxième. On vous l'avait déjà dit il y a un an. C'est dommage parce que c'est quand même deux sujets qui n'ont rien à voir. Donc on aurait pu au moins valider la première partie, mais pour la deuxième partie, on ne peut pas valider l'ensemble de la délibération. On vous l'avait déjà demandé l'année dernière. Merci. Oui. Mais une fois encore, comme sur le fond, pour nous, il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a rien de cultuel. Tout relève du culturel. C'est l'esprit de Noël, Monsieur Barrero. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'esprit de Noël, c'est pas un côté festif que vous avez là. C'est un risque de dérive religieuse. Pourquoi pas sectaire pendant que vous y êtes? Bon. Alors, ces échanges étant clos, je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Donc, 6 votes contre, des abstentions, des votes pour, adopté à la majorité. Merci à vous. Projet numéro 10, avec cette fois-ci, concernant l'école de musique, l'adoption d'une convention avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône relative au dispositif carte collégien de Provence. Donc il est rappelé que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, par le biais de son dispositif carte collégien de Provence, permet, d'une valeur de 150 €, permet aux collégiens de financer en particulier l'école de musique de Saint-Mittre-les-Remparts, évidemment quand ils en sont élèves. Or, le conseil départemental a changé son prestataire et donc nous devons passer cette nouvelle délibération avec le nouveau prestataire concerné. Voilà pour cette petite délibération technique. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Pas de questions. Alors je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité. Merci à vous. Projet numéro 11 avec cette fois-ci un projet de délibération concernant la Semivim et le rapport écrit du représentant du conseil municipal de la ville de Saint-Mittre-les-Remparts au sein du conseil d'administration de la Semivim. La parole est à Catherine Steckel-Rome. Alors, comme tous les ans, il est demandé à l'ensemble du conseil municipal de Saint-Mittre de se prononcer sur un rapport écrit pour l'exercice de l'année écoulée, en l'occurrence l'année 2020, concernant la Semivim. Pour rappel, la Semivim est un syndicat d'économie mixte à vocation immobilière dont notre commune possède 0,01% du capital, donc très peu. Donc je vais brièvement rapporter les faits marquants de ce rapport, sachant que le rapport complet est consultable en mairie. Alors les conseils d'administration se sont réunis à 2 reprises. Lors du dernier, celui du 23 novembre, il a été approuvé le principe de regroupement avec le groupe CDC Habitat pour se mettre en conformité avec la loi Elan et a donné donc pouvoir au président, au PDG, pour signer le protocole d'accord et participer à l'élaboration du pacte d'actionnaires. Donc la loi Elan impose à tous les organismes gérant moins de 12 000 logements sociaux de se regrouper à d'autres organismes de logement social pour atteindre ce nombre de au moins 12 000 logements sociaux. Donc les contenus, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les contenus de ces conseils d'administration peuvent être consultés en mairie. Les points marquants de l'exercice 2020 sont les suivants. Comme partout, la société a été fortement impactée par la crise sanitaire, mais la capacité d'adaptation et l'autonomie du personnel lui ont permis de poursuivre sa mission de service aux locataires. Les difficultés rencontrées sur le plan informatique générées en 2019, dont nous avons déjà parlé l'année dernière,
par un changement de logiciel, se sont poursuivis en 2020, aboutissant à une rupture commerciale avec le prestataire. Un nouvel outil est en cours de mise en place qui devrait permettre l'autonomie sur le plan comptable en 2022. Donc cette année encore, il a été confié au cabinet Sémaphore, il a été donc mandaté pour clôturer les comptes de l'exercice 2020. Une enquête déclenchée par l'ANCOL a débuté dans les services de la société en février 2020. Donc l'ANCOL a pour mission de contrôler les organismes construisant ou gérant des logements sociaux. Donc cette enquête a été interrompue lors du premier confinement, puis a été poursuivie grâce au télétravail. Le compte-rendu de cette enquête n'a pas encore été transmis. Les résultats financiers, quelques chiffres clés. Les capitaux propres s'élèvent à 54,8 millions d'euros. Le résultat d'exploitation s'élève à 1 404 000 euros. Le résultat financier, comme l'année dernière, est encore déficitaire de 1 173 000 euros à la clôture. Mais compte tenu de cessions d'immobilisation et de reprise au résultat des subventions d'investissement, le résultat de l'exercice est positif et s'élève à 1 354 000 euros. Quelques données sur l'activité. La Sémivim est propriétaire d'un parc immobilier de 2339 logements, dont 67% conventionnés et 33% non conventionnés. Et sur l'ensemble de l'année 2020, 12 commissions d'attribution de logements locatifs et sociaux ont été organisées, au cours desquelles 472 logements ont été attribués. Les perspectives pour l'année 2021, ce sera donc la finalisation du pacte d'actionnaires liant la ville de Martigues et le groupe CDC Habitat, permettant ainsi à sa filiale Adesia d'entrer dans le capital à hauteur de 22%. Donc la ville de Martigues reste majoritaire avec 62,06% du capital et évidemment rien ne change pour Saint-Mitre. Voilà, la finalisation a été signée puisque il y a quelques semaines donc le pacte a été signé. Voilà. Donc il est demandé au Conseil d'approuver ce rapport. Merci Catherine. Y a-t-il des prises de parole? Monsieur Baruero, vous avez la parole. Oui, Madame Stekelholm, merci pour votre rapport. Ceci étant, vous n'ignorez pas qu'un certain nombre d'articles de presse font l'écho de difficultés de gestion de la Sémivim. Et en particulier, donc, de soupçons de malversation. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, vous qui siégez à la Sémivim? Voilà, ce que je viens de vous lire un rapport écrit, donc concernant des faits de l'exercice 2020. Il y a une enquête qui est en cours, l'enquête l'ANCOL. Donc nous attendons évidemment le résultat. Et puis pour le moment, nous n'avons pas à nous prononcer sur les accusations. Voilà. Mais justement, si vous n'avez pas à vous prononcer, je suppose que vous allez voter pour le rapport, ou je ne sais pas, peut-être. Donc c'était ça, c'est par rapport à votre vote. Comment vous positionnez-vous en attendant cette enquête, puisque justement vous l'avez cité, vous voterez quand même pour? Alors, pour être très précis, en fait, nous, il y a un rapport qui nous est présenté, il y a un rapport qui fait état effectivement des enquêtes et donc on estime que le rapport est sincère. On a par ailleurs le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. Donc nous, sur le document qui nous est présenté, même s'il ne répond pas à toutes les questions, puisqu'en fait il y a des enquêtes qui ont encore lieu, nous sur le document lui-même, on l'estime sincère et donc il ne passe pas sous silence la situation. Il ne répond pas à tout puisqu'il y a encore des enquêtes en cours. Donc sur le document, pour nous, on peut le voter sans difficulté et on sera évidemment attentif à ce qui va se dérouler par ailleurs. Est-ce que c'est pas le rôle d'un conseil municipal d'attirer l'attention sur ce genre de choses et de pas être dans une politique de l'autruche à approuver un document dont on sait très bien, parce que ce qui se passe, je veux dire, c'est pas tout le monde sait qu'il s'est passé des choses. Enfin, c'est évident. Il suffit de parler avec les anciens directeurs ou de voir un peu. Ça fait des années qu'il y a des soucis. Donc c'est pas. Enfin, s'il y a une enquête, on sait très bien qu'il y a des sujets. Donc, est-ce que c'est pas le rôle du conseil municipal de proposer quelque chose sur ce genre de choses au lieu de l'approuver sans donner d'avis, au moins émettre une réserve, alors que là, l'approbation sans discussion. Je pensais que Madame Stekelholm aborderait le problème. Elle parle juste d'une enquête. Je pense qu'il y a un positionnement.
vous avez bien vu comment ça se passe dans le conseil municipal de Martigues. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même des choses particulières qui se passent à ce sujet-là et qui sont mises au grand jour. Mais soyez plus précise, Madame Alifa. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui, exactement? Ben, Au rapport. Au rapport. Pas au rapport. Mais je vous dis que c'est l'occasion pour le conseil municipal de se positionner sur ce qui se passe à la Sémivim. Alors, soit vous votez le rapport, ok, vous dites c'est administratif, je m'en fous, etc. Mais derrière, ou vous proposez une motion ou quelque chose qui peut parler de ce qui vous inquiète par rapport à la Sémivim. On est quand même si on est minoritaire dans la Sémivim, on est quand même actionnaire. Donc, il me semble intéressant ou en tout cas, le devoir du conseil municipal, c'est de se positionner par rapport à des choses comme ça et pas juste dire, je vote la délibération et puis c'est tout. Enfin, il y a le rapport et il y a votre position qui nous gêne. Donc, soit on mêle les deux dans la même délibération et on émet une réserve en expliquant pourquoi, soit on le vote en tant que tel, mais derrière, on exprime quelque chose. C'est ça qui est surprenant de votre part. Voilà. En fait, une fois encore, nous, il y a un rapport qui est soumis, donc le rapport mentionne oui, politique bien de ce sujet. l'autruche, c'est bon, on a compris. Ça Okay. s'appelle pas la politique de l'autruche. Ah là, c'est la politique de l'autruche, ça si, s'appelle quand même. justement ne pas faire de la politique politicienne, Madame Alifa. Hein. Et en l'occurrence, la commune de Saint-Mitre, les Remparts, est actionnaire de façon excessivement minoritaire. On se demande même d'ailleurs pourquoi on est encore actionnaire de cette structure, qui n'exerce que sur Martigues finalement. Et donc, tout en restant attentif sur ces sujets-là, le rapport, lui, est conforme à la réalité. Il ne répond pas à toutes les questions parce qu'il y a encore des enquêtes en cours. Et nous ne sommes pas juges. La présomption d'innocence, ça existe. Ça n'est pas suffisant parce que je pense qu'il y a sans doute de la part de la direction de la SMIVIM des démarches internes qui ont dû être engagées pour clarifier la situation. Mais en l'occurrence, nous, sur ce rapport qui fait état de la situation, sur le rapport du commissaire aux comptes, on estime qu'on peut voter, qu'on peut approuver ce rapport tel qu'il est présenté, même si on ne répond pas à toutes les questions. Mais ce rapport, c'est pas la fin du monde, hein, c'est juste un rapport écrit. En fait, je pense que ce qui se passe à la Sémivim, c'est peut-être pas la fin du monde, mais c'est quand même assez grave. Donc voilà. Donc politique de l'autruche, merci. Et c'est exactement pas une politique de l'autruche, mais c'est pas une politique politicienne qui prétend donner des leçons à nos voisins. Voilà. Excusez-moi. Donc vous nous dites que ce rapport est complet et qu'il est sincère. Non, je vous dis que ce rapport ne peut pas donner des réponses aux questions que vous posez. Il se limite à son objet et pas au-delà. Vous voudriez qu'il réponde à des questions dont il n'est pas l'objet. Non, c'est pas ça qu'on demande. Bien, donc maintenant que chacun a pu exprimer son opinion sur cette situation, le rapport est mis au vote. Y a-t-il des votes contre? Si vote contre, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes pour? Ce rapport, ce point est adopté. Projet numéro 12, maintenant, avec l'acquisition de colis de fin d'année pour le personnel municipal. L'acquisition de colis. L'an dernier, la cérémonie des vœux au personnel n'avait pas pu avoir lieu. Et donc, il a été décidé de mobiliser les crédits qui étaient prévus pour compenser cette non-organisation par l'attribution exceptionnelle cette année d'un colis pour le personnel municipal. Donc, un colis d'une valeur de 18 € TTC. Une consultation avait été lancée au mois d'août. Un candidat retenu. Et 147 agents recevront dans quelques jours donc un colis de fin d'année, tout simplement. Y a-t-il des questions sur ce point? Madame Alifa, vous avez la parole. Oui, juste sur le principe, pas de souci. En revanche, Lectoure, c'est bien, le Gers, c'est bien, mais si on avait pu faire un colis local, je pense que ça aurait été mieux pour au moins l'activité économique. Voilà. Donc on avait de quoi faire ici, un colis beaucoup plus local. Et dans la consultation, je pense qu'on pouvait cibler un petit peu les choses. Voilà, c'est dommage. Bon, alors il y a des règles de la commande publique. On peut toujours idéalement se dire qu'on peut cibler, et puis voilà, on n'est pas une monarchie. Alors, le projet est soumis au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? Eh ben, vous votez pour quand même. Très bien. À l'unanimité. Projet numéro 13, avec la mise à disposition à titre gracieux de la salle de spectacle et des fêtes Lamanard. En l'espèce, l'amicale des sapeurs-pompiers et le centre de secours principal des sapeurs-pompiers de Saint-Mitre-les-Remparts nous ont sollicité pour une mise à disposition de notre salle de spectacle pour y célébrer la traditionnelle Sainte-Barbe. En l'occurrence, le centre de secours fêtera cette année ses 40 ans. Et donc, ils organisent une soirée cabaret.
Et la commune souhaite évidemment accéder à leur demande et pour une mise à disposition à titre gracieux de cette salle de spectacle. Il est précisé que si la salle est mise à disposition à titre gracieux, les animations que les pompiers organisent sont prises à leur charge, et notamment les frais de régisseur et le personnel SIAP, en sachant que tous les pompiers sont habilités. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Pas de questions. Alors, nous mettons au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité. Merci à vous. Alors, l'ordre du jour de ce conseil municipal est à présent épuisé. Je vous remercie de votre attention. Madame Alifa, vous avez Excusez-moi, une question? j'y pense maintenant par rapport à la Manare. Dans la décision qui concerne... alors, je pense qu'il n'y a pas de vote, mais on est gêné par rapport à la présence de M. Berny, qui est concerné par une des décisions sur la mise à disposition des salles. Donc, bon, voilà, c'était tout. D'accord. Bon. Voilà, mais bon, c'est la seule chose, mais on n'a pas trouvé de système pour le retirer du vote. D'accord. Voilà. Bon, Excusez-moi. Merci, Madame Alifa. Donc, le conseil municipal est maintenant clos. Merci beaucoup à vous.